Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous sommes le jeudi 14 mai 2020. Bienvenue dans À l'air libre. Je termine aujourd'hui mon tour de l'Oise par un petit retour à Creil où nous étions lundi. Mathieu, salut. Toi, tu es à Paris. Quel est ton programme? Bonjour Valentine. Dans la deuxième partie d'À l'air libre, nous recevrons l'eurodéputé France Insoumise Manon Aubry, Union européenne, dette, Banque centrale européenne, le machisme en politique et Jean-Luc Mélenchon. Interview donc avec Manon Aubry dans quelques instants. À tout à l'heure. À tout à l'heure, Mathieu et Fabien. Dans la première partie, pas de Covid-19, mais une députée dont les paroles publiques sont en contradiction avec son comportement avec ses collaborateurs. C'est la députée de la majorité Laetitia Avia, sur laquelle Mediapart a enquêté. Rencontre ensuite avec les membres de 3 associations de Creil qui ont été en première ligne pendant cette crise et le confinement. Direction ensuite le Brésil où la situation empire avec un président de plus en plus contesté et totalement à l'ouest. Musique. Ensuite, Awali est dans À l'air libre. L'actrice et musicienne chante une de ses nouvelles chansons pour nous. Je vous rappelle les 2 adresses où vous pouvez toujours nous écrire. alairlibre@mediapart.fr pour vos témoignages, covid@mediapart.fr pour vos documents et infos d'intérêt général. À l'air libre, numéro 41, c'est parti. Sa proposition de loi de lutte contre la haine sur Internet vient d'être adoptée à l'Assemblée nationale. Laetitia Avia, la députée de la majorité, s'affiche donc publiquement en première ligne contre le harcèlement, le sexisme, le racisme et l'homophobie. Pourtant, Mediapart révèle que 5 de ses anciens collaborateurs l'accusent de harcèlement, d'humiliation et de propos à connotation sexiste, homophobe et raciste. David Perrotin, bonjour. Bonjour. David, c'est toi qui signes cette enquête pour Mediapart. Elle a été publiée mardi. Depuis, beaucoup de réactions, notamment de la principale intéressée, on va y revenir. Mais d'abord, de quoi parle-t-on? De quoi l'accusent ces anciens collaborateurs? Dans cette enquête, il y a 5 anciens collaborateurs de la députée qui racontent déjà leurs conditions de travail de l'époque, donc qui racontent comment ils ont pu être sollicités de 7h à 1h du matin. Ils produisent des dizaines et des dizaines de messages qui montrent ce qui dénonce être un harcèlement. Et puis, ils donnent des anecdotes, par exemple, le fait qu'elles pouvaient leur demander un travail bien éloigné des tâches parlementaires, comme de corriger des copies de Sciences Po pour la députée ou lui brumiser les jambes. Et ils dénoncent aussi un fossé entre le discours public de la députée, qui incarne le combat contre les discriminations et qui porte justement la loi contre la haine en ligne. Et en privé, ce serait une autre histoire. C'est-à-dire qu'elle aurait tenu de nombreux propos et elle a tenu, parce qu'il le prouve, des propos à caractère sexiste, raciste, homophobe dans un cadre de travail. Alors justement, tu vas nous donner 2 exemples, et 2 exemples, j'insiste, pour lesquels tu amènes évidemment des preuves. Oui, c'est ça, c'est que un exemple qu'on détaille dans l'article, c'est qu'elle avait un salarié d'origine asiatique avec qui était son bouc émissaire, disent les anciens collaborateurs. Et donc, du coup, elle pouvait faire des références, tenir des propos jugés racistes, des clichés. Donc, par exemple, on a un sonore, c'est une note vocale qu'elle envoie dans la boucle de travail à tous les collaborateurs. Et dessus, elle dit, voilà, malgré tes origines, tu n'es pas bon en informatique, donc je vais déléguer ses compétences à une autre collaboratrice. Je vous propose d'écouter le sonore. Voilà, et réfléchir sur tous les sujets liés aux inégalités sociales, au quartier populaire. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je crée un groupe d'études ou pas? Est-ce qu'on peut prévoir une description pour réfléchir vraiment à ce qu'on veut viser? Voilà, ça c'est aussi le point qui te concerne. Étant vraiment, malgré ses origines, pas le meilleur sur les sujets informatiques, je vais transférer ces sujets-là à maintenant, et c'est vraiment une de tes priorités de la rentrée, c'est ma réputation. Alors effectivement, quand on l'entend, ça fait un drôle d'effet. Est-ce qu'elle a comme ça une espèce d'obsession sur les clichés sur la communauté asiatique? Est-ce qu'il y a d'autres choses? Et puis est-ce qu'il y a d'autres sujets comme ça qui font l'objet de propos plus que déplacés? Alors oui, dans des conversations toujours de travail, elle peut par exemple lui dire directement devant les autres collaborateurs « tu es un faux chinois », donc ça elle l'écrit parce qu'il ne maîtrise pas l'ordinateur Mac. Et donc elle peut aussi par exemple dire « tu es un faux chinois, tu ne maîtrises pas Mac », ou quand elle pense qu'il a fait une erreur, elle va écrire à un autre collaborateur « ça sent le chinois » pour faire référence à ce salarié.
Et toujours, toujours dans l'article, on montre aussi que le racisme anti-asiatique n'est pas la seule accusation, c'est-à-dire que d'après un ancien collaborateur, elle tenait aussi des propos elle faisait des références, des jugements sur l'orientation sexuelle d'un de ses collaborateurs, et pouvait tenir aussi des propos jugés homophobes. Donc, par exemple, lorsque un texte en faveur des droits LGBT, des droits aux réfugiés LGBT, pardon, a été voté, elle écrit sans smiley ou sans guillemets pour nuancer son propos. On a voté l'amendement des PD, je cite, du coup on voit que c'est toujours dans une discussion. On a le contexte, il n'est pas tronqué. On voit que c'est une discussion de travail et qu'il n'y a absolument aucun marqueur pour nuancer ce ton. Et il y a bien d'autres exemples dans l'enquête que tu as écrite pour Mediapart. Justement, tu parles du contexte que tu as laissé. Certains disent justement, ce sont des conversations privées, sorties du contexte. Pourquoi est-ce qu'il t'a paru et apparu à Mediapart pertinent de les révéler, ces conversations? En quoi ces conversations privées sont des infos d'intérêt public? Alors effectivement, ces conversations, elles sont privées, mais il y a une nuance de taille. C'est que ce sont des conversations professionnelles. Elles s'adressent toujours aux collaborateurs, alors soit dans une boucle avec toute l'équipe, soit avec un collaborateur plutôt qu'un autre, mais il ne s'agit pas de conversations envoyées à un ami ou à son conjoint. Donc ça, déjà, ça nous a paru important comme nuance. Et après, c'est aussi on part aussi de cette idée qu'il y a un fossé entre le discours public de la députée, le combat qu'elle incarne, et le fait qu'en privé, ça puisse totalement contredire son action politique. Et enfin, il y a aussi quelque chose de très important, c'est que quand on interroge Avia dans l'enquête, elle dit très clairement, sans aucune ambiguïté, je ne tolère aucun propos raciste, homophobe ou sexiste, que ce soit dans un cadre privé, et elle précise, je ne tolère même pas les blagues, parce que c'est là que commence le racisme ordinaire. Donc du coup, là, ça nous a paru aussi d'être justifier le fait de le porter à la connaissance du public. Et de montrer la contradiction entre son comportement et ses paroles. Est-ce que Laetitia Avia a répondu à toutes tes questions? Une partie des questions, ça a été assez chaotique de pouvoir l'interroger là-dessus, puisqu'elle a d'abord accepté de nous répondre, et puis dès qu'on a justement abordé ces questions de propos racistes, homophobes, etc., elle nous a raccroché au nez. Et puis après, elle a livré quelques informations. Donc, elle a dit, par exemple, qu'il n'y avait aucun problème avec ses anciens collaborateurs, qu'elle s'entendait très bien avec eux aujourd'hui, qu'elle leur offrait souvent des cadeaux, qu'elle les invitait en week-end, qu'elle leur versait des primes. Donc, censé justifier le fait qu'il n'y avait pas de problème. Elle a également affirmé qu'ils ne s'étaient jamais plaints, ils n'ont pas saisi les prud'hommes, ni auprès d'elle. Et sinon, on n'a pas pu avoir davantage de justification, parce qu'après, elle n'a plus accepté de répondre. Elle n'a plus accepté de répondre. En revanche, elle annonce qu'elle va porter plainte pour diffamation, sans avoir donc accepté le principe du contradictoire, justement, qui permet à chacun de répondre. Elle préfère donc dire qu'elle saisira les tribunaux. Est-ce que tu as des nouvelles de sa plainte? Alors, on sait juste que son avocat a annoncé qu'il allait on sait qu'elle n'est pas déposée, en tout cas hier, elle ne l'était pas déposée, et il a annoncé qu'il la déposerait en milieu de semaine, donc c'est ce qu'il a dit. Donc, on attend... en tout cas, il y a un dossier assez solide, à la fois ce qui est publié sur Mediapart et à la fois, évidemment, tous les documents qu'on a pu ramasser pendant l'enquête. Et les nombreux témoignages. Merci David Perrotin. Ton enquête sur la députée donc, de la majorité Laetitia Avia est à lire dans Mediapart. Et la suite ce matin qui se concentre davantage sur les arguments qu'elle a donnés pour sa défense qui font visiblement pchit. Je vous invite à aller lire la suite et le premier volet. Merci beaucoup. Merci David, à bientôt. Retour à Creil avec des associations cette fois. Lundi, dans Aller Libre, le maire de Creil nous confiait que les associations de la ville avaient beaucoup contribué à maintenir du lien social pendant cette période de confinement, cette période où chacun devait rester chez soi, où les enfants n'allaient plus à l'école et où les familles, les gens seuls, avaient du mal, encore plus de mal, à joindre les deux bouts. Aujourd'hui, j'ai rencontré ces trois associations, ces trois maillons de cette chaîne de solidarité qui s'est formée dans les quartiers populaires de la ville. On avait donc rendez-vous dans de grands entrepôts où ces associations stockent les vivres et le matériel
qu'il distribue ensuite à la population. On a donc rencontré déjà au travail Nicolas Semedo, le président de l'association 24 carats, Badr Arab, qui est président de l'association Cray Futsal. On a aussi rencontré Adnan Akabli, qui est responsable du pôle humanitaire de l'association 24 carats et qui est aussi conseiller municipal. Et puis il y avait aussi ce matin Samir Waldi, le directeur de l'association Oumad Charity. Tous les quatre ont accepté de répondre aux questions d'Alerte Libre. Alors à tous les quatre, d'abord, quel est votre pire souvenir de ces 2 mois et demi de crise sanitaire et sociale? Badr. Pour moi, ce sera le confinement. L'impossibilité de sortir, ce serait plus ça. Adnan? Moi, je dirais la hausse des morts et des décès exponentielle. Ça a explosé et c'est ça Surtout ici dans l'Oise. c'est ce qui m'a fait le plus peur, ouais. C'est ça. Nicolas? Moi, je dirais que ce sont les familles. Il y a certaines familles qui ont des revenus assez bas et qui n'ont pas pu vraiment se nourrir. Et donc c'est pour ça qu'on a essayé d'apporter une aide de l'autre côté. Et on va y venir justement à cet aspect positif des choses. Samir? C'est une précarité qui a été renforcée, voire doublée. Et moi, le souvenir vraiment qui m'a marqué, c'est une dame qui vient dans nos locaux et qui dit « Monsieur, j'ai faim, je n'ai rien à manger pour ce soir, etc. » parce que tout était fermé. Et voilà, c'est vraiment ce souvenir-là moi qui m'a marqué. C'est d'ailleurs pour ça, à ce moment-là, je me suis dit, il faut faire quelque chose, quoi. Il ne faut pas rester comme ça. Et alors c'est comme ça que vos 3 associations, Oumad Charity, Cray Futsal et 24 carats, se sont mises ensemble. D'ailleurs on le voit sur votre suite, vous avez carrément fait floquer des suites. Exactement. C'est un truc qui s'est vraiment organisé. Ouais, c'est vrai. Vous vous êtes dit, ok, on va faire quelque chose. Ouais. Vous vous êtes décidé quand? Vous êtes mis autour d'une table? Vous vous êtes dit quoi? En fait, ça s'est fait assez naturellement, je pense. Il y avait Cray Futsal qui avait publié une annonce en disant qu'ils allaient justement aider les personnes pour réaliser des courses, les personnes qui sont assez âgées et qui ont par exemple certaines maladies comme le diabète ou des maladies cardiaques. Pardon. Et donc nous, dès le lendemain, on avait l'idée aussi chez 24 carats de le faire. Et dans la semaine, il y a Oumad Charity qui nous a rejoints et qui nous a apporté une aide technologique. C'est-à-dire? Alors, aide technologique, en fait, on s'est dit tout ça, ça va être compliqué à gérer, comme ça, en mode Excel ou en mode téléphone, parce qu'il faut s'imaginer plein de bénévoles un peu partout, avec des gens livrés un peu partout. Donc on a développé une appli dédiée uniquement à ça. Et comment ça fonctionne? En fait, tous les bénévoles ont l'appli sur leur téléphone. Dès que la course elle se met en place, après évaluation bien sûr, on met ça dans l'appli, tous les bénévoles reçoivent une notif, et une fois qu'ils ont la notif sur leur téléphone, le premier qui la prend, il va faire les courses. Et ça va très vite. C'est un peu Deliveroo mais en mode social et solidaire. C'est ça, exactement, c'est exactement ça. Et du coup, tous les jours, là, pendant qu'on se parle, ça charbonne, ça bouge, etc. Et pas de lieu de stockage, pas de rassemblement. C'est pas vraiment, voilà, la personne de chez elle va livrer et retourne chez elle. On n'a pas de lieu de rassemblement. Et c'est ça l'idéal. Donc on ne propage pas, c'est ça que vous voulez dire? Exactement. Là, on a à peu près 1 mètre, on s'y tient. Hein. Exactement. Voilà. Vous pouvez nous la montrer là? Ouais, je peux vous la montrer. Donc là, par exemple, on voit que Youssef, actuellement, il fait une course à Cray. Et ici, il y aurait les nouvelles demandes. Voilà. Et une fois qu'ils ont les demandes, ils peuvent cliquer sur C'est fait, ils peuvent faire un retour de la course. Ils ont l'attestation dérogatoire qui se met toute seule. Ils ont ici en disposition des codes barres. S'ils doivent aller à Carrefour Leclerc, ils n'ont rien à payer, ils ne déboursent absolument rien. Tout est pris en charge par l'association. Ils ont juste à scanner les codes barres qui sont affichés là. Et en fait, voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc ils reçoivent une alerte et ils vont faire leur course normalement. Et toutes les courses que vous faites pour les gens, pour leur livrer des paniers de courses ou paniers repas, c'est des courses que vous faites avec quel argent? Alors, l'argent, essentiellement, d'Oumad Charity, c'est-à-dire c'est les dons des donateurs. Et c'est aussi, après, 24 carats aussi récolte des dons. C'est des dons en fait, c'est des personnes qui donnent. 24 carats aussi vous Ouais, 24 carats, en fait, on a fait une collecte de dons. Et donc il y a des personnes qui ont donné pour les personnes qui sont le plus en difficulté. Et après il y a certaines personnes qui nous demandent juste d'aller réaliser leurs courses. Et donc dans ce cas-là, on récupère une moyenne pour les courses. On va faire les courses et on leur amène la monnaie. D'accord. Ouais. Vous faites aussi les courses des gens, voilà, avec leur argent, c'est juste qu'ils se passent des voilà. Ouais. Est-ce que vous avez eu de l'aide financière ou autre des pouvoirs publics? Des pouvoirs publics. On a eu le maire qui nous a facilité en termes de transport. On va dire que vous avez un accès direct au maire. On a un petit... ouais, c'est ça. On va pas se mentir. Oui. Alors, il nous a mis à disposition un véhicule. Donc c'est avec ce véhicule qu'on chargeait les denrées des personnes. Et il nous a donné des attestations pour qu'on puisse circuler
sans horaire, sans limitation. Ouais. Et quoi d'autre? On a eu des masques aussi. Des masques, des gants, du gel. On a eu beaucoup de choses. Il nous a fait aussi de la publicité sur les panneaux publicitaires de la ville. Ouais. Et on travaille aussi avec le CCAS de la ville, et en partenariat. Et parce qu'ils ont un accès avec, ils ont un répertoire sur les personnes âgées. Et en fait, ils nous transfèrent les appels des personnes âgées. Et il y a des personnes âgées qui n'ont pas internet. Donc ils appellent le CCAS, j'ai besoin de faire des courses. Le CCAS nous envoie un petit mail pour nous dire telle personne a besoin de courses. Donc vous réussissez à toucher y compris les gens qui ne sont pas très connectés, qui n'ont pas les moyens de communication les plus modernes. Un mot chacun pour décrire la gestion de cette crise par le gouvernement. Bad. Comparé à d'autres pays, par rapport à par exemple l'Allemagne, etc., on peut dire qu'on a été un peu attentiste, on va dire, parce qu'il y a eu des décisions qui ont été prises un peu tard, comme le confinement, comme le port du masque obligatoire, on l'a toujours pas, alors que dans d'autres pays de l'Union européenne, tout ça, on l'a. Donc moi je veux dire attentiste. Ils ont attendu, beaucoup attendu pour... voilà, attentiste. Adnan? Ouais, moi je dirais, je sais pas si on peut dire retardataire, c'est ça? Ouais. On peut dire, ouais, ils ont mis du temps à décoller. Trop de gens? Trop de temps, pardon? Trop de temps. Ils ont réagi au lieu d'agir en fait. Alors que le Maroc, par exemple, en quelques jours, ils ont commencé à fermer leurs frontières et à commencer le traitement à la chloroquine, par exemple. Nous, on était encore dans la phase est-ce que le masque il est obligatoire ou pas? On a trop mis de temps. Donc, après, à ce stade, la chloroquine, on n'a pas de certitude que ça soigne. C'est vrai. C'est en travaux. C'est vrai. On peut éventuellement comprendre une certaine prudence, ou en tout cas, ça peut se discuter scientifiquement. Après, en termes de fermeture des frontières, fermeture des écoles, on a mis trop de temps à polémiquer sur des sujets qui n'avaient pas à faire. En tout cas, vous étiez confinés dans l'Oise 15 jours avant les autres, les écoles ont fermé 15 jours avant les autres. Pendant cette période où vous étiez un petit peu les seuls de la France à être comme ça dans une situation extraordinaire, est-ce que vous vous êtes dit, mais comment vous voyiez à ce moment-là ce qui se passait dans le reste de la France? Vous vous disiez, mais nous on est à part, c'est normal? Vous vous disiez, en fait tout le monde devrait être comme nous? Comment vous voyiez les choses à ce moment-là? À ce moment-là, il y a eu un climat de peur qui a gagné tous les Créois. Tous les Créois et toutes les personnes de l'Oise. Vraiment, on a commencé à avoir de la peur, de la crainte, des doutes. Et on a vu que plus, comme a dit Adnan tout à l'heure, de manière exponentielle, les morts ils ont explosé. On a tout de suite su que le pays entier allait être confiné. Qu'on n'allait pas être les seuls à être confinés. Vous l'avez compris? On l'a compris directement. À Creil, comme dans 2 autres villes de l'Oise, il y a un couvre-feu. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose, Nicolas? Je pense que ça peut être une bonne chose. Effectivement, il y a eu le couvre-feu ici à Creil, à Nogent. Après, ce sont des mesures qui sont mises en place pour éviter justement les contacts entre les personnes. Mais ce qui s'est mis en place, est-ce que ça va continuer sous cette forme? Certainement. Je pense que certainement. Il y a des projets, il y a des liens qui nous lient. Et donc, pourquoi pas entamer d'autres projets sociaux ensemble? Ce serait une très bonne idée, je pense. On a des personnes âgées qui nous ont demandé justement si on allait continuer ces actions. Et en concertation avec l'équipe, on a dit qu'on allait continuer ces actions au-delà du confinement. Donc on continuera à faire les courses pour les personnes vulnérables, les personnes handicapées, et on ira au-delà ensuite. Samir? Ouais, et ça crée une synergie en fait. Une synergie qu'on ne pouvait pas imaginer avant. C'est-à-dire Creil Futsal qui fait du foot, qui nous rejoint avec 24 carats, et pas que. CCAS, la mairie, hier c'était le SAMU social qui était chez nous. Et ça crée une synergie que franchement on ne pouvait pas imaginer avant le confinement. Donc ce serait dommage effectivement de laisser tomber cette synergie, laisser tomber tout ça. Là il y a une phase de solidarité qui s'est enclenchée, il ne va pas falloir la laisser là et changer la forme certainement, mais il ne faudra pas s'arrêter là, ça c'est sûr. Vous avez une dernière question, vous avez une vie, peut-être un métier, une occupation professionnelle, une famille, des amis, comment vous vous êtes organisé pour concilier les deux? Samir? Alors, moi j'ai la chance, entre guillemets, de travailler à Ouma Charity, donc voilà, directeur. Mais effectivement, la vie de famille, moi je travaille du lundi au dimanche, depuis le confinement, de 8h à presque 22h. Donc ma famille je ne la vois pas beaucoup. Mais bon, ça fait partie du métier et puis voilà. Donc ça c'est un peu différent pour moi. Nicolas?
Moi personnellement, il y a une activité, je suis entrepreneur, et donc il y a l'activité qui s'est réduite. Et donc j'ai pu justement assister à certaines réunions, à à la distribution justement à ces personnes âgées, venir en aide aux personnes âgées et personnes vulnérables. Et donc étant donné qu'on était en chômage partiel, etc., qui est une disposition qui a été mise par l'État, j'ai pu justement venir en aide à toutes ces personnes en difficulté. Moi, je suis éducateur spécialisé dans une maison d'enfants. Et quand j'avais du temps, je donnais à l'association. En fait, je travaillais plus l'après-midi, donc le matin, j'étais disponible pour faire les courses et ainsi de suite. Et les enfants, dans votre maison d'enfants, c'est une maison où les enfants sont là? Ils sont confinés 24 heures sur 24, 365 jours. Quoi, confinés. Pendant ces 2 mois, ils ne sont pas sortis de la structure. Ouais. Ils sont pas sortis. Allait? Vous avez réussi à trouver des animations, des activités, on a fait comme on a pu, ouais. Mais ça allait. Ouais. Et vous, Bad? Moi, je suis superviseur logistique dans un entrepôt. Donc moi, j'étais en chômage partiel. Je le suis actuellement encore jusqu'au 18 mai. Donc j'avais tout mon temps pour l'association. Et vous avez mis vos compétences de logisticien Exactement, avec c'est ça. Et ben, merci à tous les 4. Badr Arab, vous êtes le président de l'association Cray Futsal. C'est ça. Adnan Akabli, vous êtes conseiller municipal et vous êtes responsable du pôle humanitaire de 24 Carats. Nicolas Semedo, vous êtes le président de 24 Carats. J'ai écorché votre nom? Non, c'est très bien. C'est ça. Et Samir Waldi, vous êtes le directeur de l'association Emma Charity. Merci à tous les 4. Merci à vous. Merci beaucoup. Un président qui persiste à prendre le Covid-19 à la légère dans un pays où le virus a fait plus de 10 000 morts. On est au Brésil et on retrouve Jean-Mathieu Albertini. Bonjour Jean-Mathieu. Bonjour. Tu es notre correspondant oui, là-bas. On s'était parlé il y a quelques semaines ici dans À l'air libre. Jair Bolsonaro parlait de petite grippe. Est-ce qu'il est revenu à la raison et est-ce que la situation s'améliore au Brésil? Alors non, pas du tout. Le président ne prend pas du tout la pandémie au sérieux, hein. Le week-end dernier, par exemple, il a annoncé un barbecue. Ensuite, il a annulé ce barbecue. Il a accusé la presse d'avoir tout inventé pour lui nuire. Et juste après, il allait faire un tour de jet ski. Donc, et ça, le week-end même où le pays a passé la barre des 10 000 victimes. Donc, en gros, tous les jours, le bilan tombe vers 19 h et c'est chaque fois pire. Mardi dernier, il y a eu 881 victimes, donc ce qui est un record. Les grandes villes comme Rio de Janeiro, São Paulo, Fortaleza, Recife et Manaus sont dans des situations catastrophiques. Et ça touche aussi des zones plus reculées. Donc c'est ça qui est très inquiétant aussi. Et parmi ces zones, il y a 50% des municipalités qui ont été touchées déjà. Et parmi ces coins plus reculés, il y a les communautés autochtones. La dernière fois, on avait déjà évoqué ce problème et en fait, ça se confirme, quoi. Il y a déjà eu là 77 morts répartis sur 34 communautés. Et le grand problème, c'est que ça s'accélère. En fait, la semaine dernière, il y a eu 49 victimes autochtones. Ça fait en gros 4 décès par jour, quoi. Et c'est pas prêt de s'arrêter. Donc en fait, le bilan est terriblement inquiétant. Mais le problème, c'est que la réalité est sans doute bien pire, parce que le nombre de cas est sans doute 15 à 20 fois plus élevé. Alors, tu parlais de son apéro, du jet ski, il y a son attitude, et il y a aussi sa façon de parler de tout ça qui fait bondir la presse. On va écouter sa réponse à la question de journalistes qui l'ont interrogé sur le nombre de morts. C'était le 28 avril dernier. Lamento, quer que faça o quê? Eu sou Messias, mas não faço milagre. Alors on sent au minimum beaucoup de désinvolture dans cette réponse. Comment cette réponse a été reçue? La presse a réagi très vertement, hein. Il y a eu cette une de l'Estado Dominas qu'on ne pouvait pas faire plus clair, mais depuis, il y a eu un vrai consensus de la presse contre la gestion de cette crise. Donc les unes se sont depuis multipliées, hein. Il y a celle de la revue Piauí qui est assez parlante, je pense qu'il n'y a pas besoin de la décrire, et puis celle du journal O Globo qui a mis en une le nom de toutes ces victimes, donc des 10 000 victimes du coronavirus depuis le début de la crise. Et ça, c'était donc le week-end dernier quand la barre des 10 000 victimes a été dépassée. Malgré ça,
Bolsonaro refuse de confiner et le bras de fer continue avec ces gouverneurs qui, eux, veulent. Oui, dans ces zones les plus touchées, les gouverneurs, ils instaurent des mesures de confinement toujours plus strictes et ça irrite Bolsonaro qui, lui, est viscéralement opposé au confinement. Mais en fait, Bolsonaro, il en profite pour régler ses comptes politiques, hein. On a l'impression qu'il est toujours en campagne. Donc, il critique surtout les gouverneurs de São Paulo, de Rio de Janeiro et ceux du nord-est du pays. Donc, les deux premiers sont des gouverneurs d'extrême droite, donc ce sont des gens qui empiètent sur son électorat pour les élections à venir. Et les autres, ceux du nord-est, c'est des terres électorales où Bolsonaro est très peu implanté, où il a fait de très mauvais scores aux élections présidentielles. Donc, pour lui, ça ne l'intéresse pas, en fait, ces zones-là. Et Bolsonaro, lui, gouverne uniquement pour son électorat. Sur ces terres-là, il préfère, en fait, fragiliser ses ennemis politiques, quoi. Par exemple, ces gouverneurs, ils ont demandé des tests, des respirateurs, mais rien n'arrive, ou très peu. Et le nouveau ministre de la Santé qui a été nommé mi-avril, il est très incompétent. Juste un exemple, fin avril, il y a eu une réunion où le ministre était censé coordonner les efforts pour aider les gouverneurs, mais en fait, il s'est retrouvé à demander aux gouverneurs où est-ce qu'ils achetaient leurs respirateurs et leur matériel. Donc, les gouverneurs, ils sont conscients qu'ils sont seuls face au coronavirus. D'ailleurs, il y a le gouverneur du Maranhão qui a monté une opération très complexe pour acheter des respirateurs sans se les faire piquer par d'autres États étrangers, je veux dire, et sans se les faire piquer par le gouvernement fédéral. C'est la première fois qu'il y a une telle brouille entre le gouvernement et les États. Et c'est très embêtant pour ces États parce que l'État fédéral il repasse de l'argent à ces États, quoi. Et là, avec Bolsonaro au pouvoir, il va pas repasser cet argent parce qu'il n'a aucune obligation légale. Et comme s'il les considère comme des ennemis, il ne va pas les repasser cet argent. Et tant pis si ce sont des États très pauvres qui ont déjà des problèmes de santé dans leur système de santé à la base. Voilà. En fait, ce qui intéresse Bolsonaro, c'est de se dédouaner de toute responsabilité de la crise économique à venir. Donc, il rejette la faute sur les gouverneurs et il les attaque sans cesse. Donc, lundi, en début de semaine, donc, il a par exemple annoncé que les salons de beauté et les salles de sport étaient considérés comme des services essentiels. Alors, c'est une provocation, hein, parce que le tribunal suprême garantit au gouverneur l'autorité sur cette question, mais Bolsonaro continue d'insister et ça brouille le message, en fait, ce qui fait que l'isolement est de moins en moins respecté, quoi. D'accord. Et alors, en parlant de justice, justement, la justice a ouvert une enquête sur des accusations d'ingérence judiciaire, des accusations qui visent Bolsonaro lui-même. De quoi est-il soupçonné? Alors, pour comprendre, il faut revenir un peu en arrière. En gros, le 24 avril, son ministre de la Justice, Sergio Moro, le symbole anticorruption pour une partie, enfin pour tous les électeurs du président, en fait, il choisit de démissionner. Donc, le motif affiché de la rupture, c'est la décision du président de limoger le chef de la police fédérale alors que plusieurs enquêtes se rapprochent de ses fils. Bon, il faut quand même préciser que Moro, il semble avoir su profiter du moment pour soigner sa sortie et assurer son avenir politique. Mais il n'empêche qu'il est parti avec fracas, hein, et ce sont des accusations extrêmement fortes. Du coup, le tribunal suprême a autorisé l'ouverture d'une enquête préliminaire contre le président, notamment pour entrave à l'exercice de la justice et corruption passive. Donc, le juge du tribunal suprême chargé du dossier est plutôt pressé parce qu'il prend sa retraite en novembre. Et donc, le dossier avance très vite. Alors, Moro est déjà allé témoigner. Il y a des ministres du gouvernement qui sont aussi allés témoigner. Et le tribunal du suprême est en train d'analyser une vidéo d'une réunion de ministres qui est passablement explosive, hein. Donc, dans cette vidéo, Bolsonaro aurait dit explicitement qu'il voulait changer le directeur de l'APF pour protéger ses fils. Alors, le président est nie, évidemment, il dit qu'il n'a jamais prononcé ces mots textuellement. On n'a pas encore vu cette vidéo pour le moment, mais ça devrait fuiter sous peu et ça s'annonce assez explosif, hein. Les premiers rapports, il y a des insultes contre les juges de la Cour suprême, contre la Chine, contre les gouverneurs. Donc, c'est une vidéo assez importante. Pour Bolsonaro, est-ce qu'il peut être destitué? Alors, c'est la question du moment, hein. Alors, c'est un peu technique, donc je vais vous faire la version courte, mais en gros, il faut préciser que ce n'est pas une procédure d'impeachment.
Là, c'est bien pour des crimes de droit commun que le président peut être jugé. Alors en fait, c'est pas du tout fait, hein, parce que le procureur général de la République est plutôt complaisant à l'égard de Jair Bolsonaro. Il doit présenter des éléments d'accusation au Parlement. À ce moment-là, 2 tiers des députés doivent donner leur aval à l'ouverture d'un procès et le tribunal suprême doit accepter l'ouverture de ce procès. Alors seulement, le président il sera éloigné pour 180 jours, le temps qu'on décide de son sort. Donc ça fait beaucoup d'étapes et pour éviter ça, autant s'attaquer à la première, hein. Donc Bolsonaro, là, en ce moment, il se rapproche de ceux qu'il a toujours critiqués, ceux qu'il appelait la vieille politique, c'est-à-dire des parlementaires qui vont le défendre, non pas par adhésion à ses idées, mais en échange de postes et de subventions. Donc ces parlementaires, ils font partie du centre, ça se traduit comme le gros centre. Ils sont environ 200, mais il suffit d'en attirer une partie pour bloquer toute manœuvre de grande envergure, quoi. Puis, il peut aussi compter sur sa base d'électeurs. Il a perdu pas mal de soutien, hein, avec toutes ces histoires, mais il lui reste quand même une bonne base de 20% qui sont très très fidèles, très radicaux et très bruyants. Et donc en fait, la pandémie est paradoxalement l'allié de Bolsonaro sur ce point-là, parce que c'est très compliqué de faire tomber un président, de déclencher des procédures d'impeachment, ce genre de choses, sans une forte pression populaire. Et donc pour le moment, à cause de la pandémie, il n'y a personne dans la rue. Les seuls qui vont dans la rue, c'est les soutiens du président. Même s'ils sont très peu nombreux, c'est les seuls dans la rue en ce moment. Merci Jean-Mathieu Albertini. Tu es à Rio, au Brésil. Tu es notre correspondant là-bas. À bientôt. À bientôt. Son album sort vendredi, le voici, il s'appelle Safe and Sound. Awali est dans À l'air libre, on est très heureux qu'elle nous chante son titre Safe and Sound, sain et sauf, Awali. Bonjour à toutes et à tous, c'est Awali pour Mediapart. Prenez soin de vous, prenez soin des uns des autres. Be safe and sound. The world is a greater place, no need to worry. The world is a better place, sleep safe and sound. Your neighbors are out of town, they've been taken down. As you ask so many times, are you satisfied? Are you satisfied? Are you satisfied? Are you satisfied? Oh, sleep safe and sound. The worst not yet to come. Le meilleur est devant toi. Bien assez payé pour ça. Sleep safe and sound. Your life's under control. No need to worry. Not even that you're sure. Are you satisfied? Are you satisfied? Are you satisfied? Are you satisfied? Sweet dreams in your fake slumber, in your pretty bunker, no claim, no refound. Once you push the button down, do rêve in your fake slumber, dans ton joli bunker, no claim, no refound. Once you push the button down, sleep safe and sound. No more bugs and grass on the ground, no more trees losing their leaves. All the rivers are dried, sleep safe and sound. You're among people like you, qui pensent, mangent, prient, font l'amour de la même façon. Are you satisfied? 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 Hey. Sweet dreams
Sweet dreams in your fixed slumber, in your pretty bunker, no claim nor found. Once you push the button down, do rêve in your fixed slumber, in your pretty bunker, no claim nor found. Once you push the button down. Don't you push it down. Don't you push it down. Don't push it down. Bonjour Manon Aubry, vous êtes en direct du Parlement européen à Bruxelles. Manon Aubry, eurodéputée La France Insoumise, et avec nous pour cette demi-heure en compagnie de Fabien Escalona du pôle politique de Mediapart. Bonjour Fabien. Bonjour à tous les deux. Manon Aubry, pour celles et ceux qui nous regardent et ne vous connaîtraient pas, quelques éléments de CV. Vous avez 30 ans, vous êtes née en 1989 dans le Var à Fréjus, militante dès 2005 contre le CPE, impliquée dans l'activisme étudiant ces années-là, puis au sein d'ONG comme Médecins du Monde et surtout Oxfam, où vous avez travaillé sur les questions notamment d'évasion fiscale et les inégalités. Vous étiez tête de liste à France Insoumise aux Européennes en 2019, vous avez été élue, et depuis vous co-présidez le groupe de la GUE, la gauche unitaire européenne au Parlement européen, et vous êtes aussi la plus jeune présidente de groupe de l'histoire du Parlement européen, ça se signe. Alors Manon Aubry, pendant ce coronavirus, vous avez visiblement commis une très grosse faute. Moi, je ne sais pas si vous êtes au courant, enfin si vous êtes au courant, vous avez osé vous allez oser participer à un meeting politique 100% féminin, des femmes syndicalistes, élues, activistes, faisant entendre leur voix en ces temps de pandémie. Le meeting était co-organisé par nos amis de la rédaction de Regard, il s'appelait Corona Viril, et c'était l'occasion de rappeler que les premiers de corvée dans cette crise sont souvent des premières de corvée. On regarde. Effectivement, on a dit que dans cette crise, les femmes, elles font comme d'habitude. C'est-à-dire qu'elles sont en première ligne, à la fois en tant que soignantes, en tant que caissières, etc. Ça a été parfaitement dit. Elles font aussi au gouvernement. Et ça, on l'oublie trop souvent. Claire l'a parfaitement expliqué. Si des femmes avaient agi en France comme le gouvernement est en train d'agir aujourd'hui, elles auraient été raillées et méprisées. Sauf qu'on oublie de dire que celles aujourd'hui qui gèrent le mieux la crise, ce ne sont pas des chefs, ce sont des chefs de ZFE, c'est-à-dire que c'est les gouvernements en Finlande, en Danemark, en Nouvelle-Zélande, en Allemagne, à Taïwan. Ce sont à chaque fois des femmes qui gèrent le mieux cette crise avec une certaine humilité, avec un certain pragmatisme. Bref, elles font parce qu'on a été, dans notre très grande majorité, élevés comme ça pour faire et être humble et être utile. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'on fait, on ne pense pas. Au contraire, on le fait peut-être même plus vite à la rigueur que d'autres. Et ça ne veut pas dire non plus qu'on n'a pas pensé avant le monde d'après. Alors, les qui parle dans cet extrait, c'est Aurore Lalucq, une de vos collègues du Parlement européen. Et si j'ai dit précédemment que vous avez commis une grosse faute, c'est que ce meeting 100% féminin a visiblement agacé certains dirigeants de partis français, comme l'a rapporté le site Huffington Post. On va voir cet article qui s'affiche. Et dans cet article, il y a notamment cette phrase « On s'en est pris plein la gueule », dit une des participantes. Alors rappelons que tous les chefs des grands partis en France, à l'exception du Rassemblement national d'extrême droite, sont des hommes. Manon Aubry, est-ce que vous avez eu des remarques pour avoir osé participer à ce meeting 100% féminin au sein de la France Insoumise ou en dehors? J'en ai eu malheureusement, comme toutes mes collègues, et je crois que ça en dit long sur la séquence politique qu'on vient de vivre, qui, on le dit souvent, le coronavirus a exacerbé un certain nombre de crises, et parmi cette crise, il y en a une que ça a exacerbé, c'est la crise viriliste. On l'a vu à plusieurs niveaux. D'abord, et c'était le message principal quand même de ce meeting, c'était de mettre en avant, vous l'avez dit, les premières de corvée. Premières parce que ce sont souvent des femmes, ces couturières professionnelles qui bénévolement ont produit des masques, ces travailleuses du soin qui sont tous les jours au front, si on veut utiliser les mots d'Emmanuel Macron, et qui sont sous-payées, sous-valorisées. Et enfin, des femmes politiques qui sont aussi invisibilisées à un moment où je pense
plus que jamais, il y a une faillite de la vision masculine du pouvoir brutal, exercé seul, où on a un chef de guerre qui vient passer en revue ses troupes, comme on a vu d'ailleurs Emmanuel Macron le faire. Et je crois que ce n'est pas sans rapport avec aussi une tradition guerrière, finalement, dans l'exercice du pouvoir, qui est très liée, à mon sens, à nos institutions républicaines, à la Ve République, et qui fait qu'à la fin, on a un homme qui exerce seul le pouvoir, et qu'on a des métiers féminisés, parce que essentiellement exercés par des femmes, sous-valorisées, sous-payées. Et derrière, c'est aussi une société qu'on dessine, où la société du soin ou de l'attention de l'autre, y compris dans nos mouvements politiques de gauche, ne font pas toujours partie des priorités. Et c'est aussi ça qu'on a voulu dire avec ce meeting. Qu'est-ce que vous avez dit? Vous avez dit que vous faisiez du séparatisme féministe. Quelles ont été les critiques que vous avez pu entendre? Certains ne comprenaient pas à la fois les revendications politiques qu'on a voulu mettre en avant. Vous savez, ce meeting, ce n'était pas un meeting contre les hommes. C'était un meeting pour porter une parole politique forte, pour aussi créer des espaces de discussion entre femmes qui sont engagées. Vous ne l'avez pas mentionné, mais dans ce meeting, on a invité des caissières. Moi, par exemple, j'étais en binôme avec une caissière. On a invité des enseignantes. On a invité des femmes qui sont sur le devant de la scène. Il y avait aussi des aides-soignantes et des soignantes plus généralement. Et donc, ces femmes qui ont façonné la société depuis des années de manière invisible. Et puis, tout d'un coup, c'est comme si le pays s'était réveillé en se disant, bah, tiens, notre société, en fait, tient sur ces femmes, cette bande de meufs, comme dirait d'ailleurs Taubira, qui, au quotidien, en particulier dans cette période de crise, a fait tourner la France. Et je crois qu'on ne gagnera pas politiquement, et notre camp politique ne gagnera pas si on ne comprend pas cette dimension féministe de la période, à la fois dans le porte-parole, mais aussi la manière d'exercer le pouvoir et les thèmes prioritaires que l'on met à l'agenda. Je prends souvent l'exemple de mes collègues de Podemos en Espagne, où, mine de rien, en quelques années, ils ont quand même réussi à mettre dans les priorités politiques la lutte contre les violences faites aux femmes avec des moyens historiques débloqués, et plus généralement une société du soin que je mentionnais tout à l'heure, qui je trouve est plus avancée que chez nous. Podemos, la gauche radicale espagnole. Alors actuellement, vous êtes en pleine session plénière à Bruxelles. En fait, c'est un peu la rentrée au Parlement européen après le coronavirus. J'imagine dans des conditions sanitaires spéciales. Si vous pouvez nous en dire un tout petit mot, c'est toujours intéressant de savoir comment les règles sanitaires s'appliquent dans un endroit comme le Parlement européen. Mais un des grands sujets de cette rentrée, c'est le Green Deal. C'était la grande promesse de la nouvelle Commission européenne, un plan de verdissement des économies européennes lancé avant la crise sanitaire, dont nous avions d'ailleurs sur Mediapart rappelé les limites dans un article d'Amélie Poinçonnet novembre. Et vous aviez dit vous-même sur Mediapart que c'était un Green Deal marketing qui affiche des objectifs ambitieux, mais refuse de se donner les moyens de les atteindre. Avec la crise du Covid, certains à Bruxelles se démènent aujourd'hui visiblement pour le mettre en pièces, y compris cette petite vision du Green Deal au prétexte de ne pas entraver la relance de l'économie. Est-ce que le Green Deal tant annoncé par la Commission européenne aujourd'hui est menacé? Oui, il est menacé. Il faut d'abord comprendre ce dont on parle, parce que je maintiens ma position sur le fait que ce soit marketing, parce que finalement, ils ont emprunté à la gauche, y compris la gauche radicale aux États-Unis, Alexandria Ocasio-Cortez qui parle de Green New Deal, donc de ce nouveau pacte vert qui doit être social et écologique. Et derrière ce package, en fait, ils nous ont ressorti leurs vieilles recettes, sans remettre en question les dogmes sur lesquels s'est construite l'Union européenne, à savoir l'austérité budgétaire, le libre-échange, la concurrence du tous contre tous, qui aujourd'hui encore, malgré d'ailleurs le coronavirus, font partie des fondements de l'Union européenne et qui faisaient partie du Green New Deal. Et finalement, en fait, on s'est retrouvés et on se retrouve au niveau européen beaucoup à débattre sur des grandes valeurs et des grands principes ou même des objectifs dans 50 ans et des plans qui ne sont pas vraiment contraignants. Et au final, on ne discute jamais des véritables moyens à mettre en œuvre et des politiques concrètes. Et pour vous donner des exemples concrets, moi, j'étais rapporteure pour notre groupe sur la résolution du Parlement européen sur le Green New Deal. Donc, c'était formidable dès qu'on a passé sur les déclarations un peu les grands principes
tout le monde était d'accord, oui, les énergies renouvelables, c'est formidable, etc. Et dès qu'on arrivait dans du concret, c'est-à-dire des objectifs contraignants en matière d'énergie renouvelable, matière de production, dès qu'on a commencé à parler de politique agricole commune, d'énergie fossile, et même, et c'est le plus gros point d'achoppement à mon sens sur le Green New Deal, c'est considérer que c'est juste de l'écologie et que ce n'est pas une écologie transformatrice de notre société et qui transforme aussi notre économie. Et dès qu'on est arrivé à parler des moyens à mettre en œuvre et de sortir, par exemple, du pacte de stabilité et de croissance en Europe qui impose l'austérité, donc qui contraint les budgets nationaux, dès qu'on a parlé de sortir des accords de libre-échange qui continuent à tour de bras, malgré le coronavirus, ils nous parlent relocalisation, mais ils continuent à signer la semaine dernière encore un accord de libre-échange avec le Mexique. Et en fait, ils le disent d'ailleurs dès l'introduction de cette résolution, pour eux, le Green Deal, c'est une stratégie de croissance. Et moi, je pense qu'il faut sortir de cette logique-là. Et c'est comme ça qu'on est arrivé derrière ce package à ne rien changer. Il y a des signes qui ne trompent pas. Ici, les lobbies sont super actifs, c'est un secret pour personne. Et ils veulent construire ce Green Deal avec ceux qui nous ont amenés droit dans le mur écologique. Et je vous l'avais traité aussi à Mediapart, mais un symbole de ça, par exemple, c'est BlackRock, on en a beaucoup parlé de BlackRock en France ces derniers mois. Américain. Le fonds de pension américain, en effet, qui a été choisi par la Commission européenne comme conseiller à l'écologie sur la finance durable. Et pour rappeler, BlackRock, il possède quand même plus de 80 milliards de dollars d'actifs dans les énergies fossiles. Ils ont voté contre, de mémoire, c'est plus de 80% des résolutions sur le climat dans les assemblées générales des entreprises dans lesquelles ils siègent. Bref, en fait, c'est se foutre de nous. Et je veux dire, on est en train de vivre une des pires crises de notre histoire, qui est le coronavirus, qui est une sorte de répétition générale du chaos climatique qu'on va voir. Et les mecs, ils ferment les yeux, ils se disent, surtout, notre modèle, il est formidable, il faut le conserver et il faut aller dans la même direction. Et c'est incroyable. Enfin, avant l'émission, je vous montrais mon bureau, je vous disais à quel point c'était aseptisé pour rigoler. Mais en même temps, je pense qu'ici, on est tellement dans un monde aseptisé, clos et coupé de la réalité. Et malheureusement, il continue à l'illustrer malgré le sérieux de la crise qu'on est en train de vivre. Fabien Escalona va revenir avec vous d'ailleurs sur tous ces points, sur les politiques qui sont en train d'être définies aujourd'hui à Bruxelles. Mais juste un mot, justement, vous l'avez mentionné, aux États-Unis, le Green New Deal est prôné par la gauche américaine. Il est beaucoup plus audacieux y compris le projet initial de la Commission européenne. Il s'agit d'un plan de relance global, combattant les inégalités sociales, y compris raciales aussi, instaurant la justice climatique par des investissements publics massifs. Et celle qu'il a portée, c'est Alexandria Ocasio-Cortez, vous l'avez dit, élue de New York. Manon Aubry, Alexandria Ocasio-Cortez, elle est née 2 mois avant vous, en octobre 1989, donc il y a un élément générationnel là-dedans. Et voilà ce qu'elle en dit. In the depths of darkness, in the depths of despair, which what we last saw, when we think about where we were when the New Deal was established, we were a nation in depression, in Great Depression. We were a nation on the brink of war. We saw the rise of fascism creeping across in Europe. And no one would thought that a nation so poor, so scarce, and so in such dire straits as we were in that time could pursue such a bold economic agenda. But we chose to do it anyway. We had the courage to do it anyway. And that is what this moment demands of us right now. That's what we have to do. This is going to be the great society, the moonshot, the civil rights movement of our generation. That is the scale. That is the scale of the ambition. Manon Aubry, ce sera le combat de notre génération. Pas sur la Lune, disait Ocasio-Cortez à propos du Green New Deal, phrase prononcée en décembre 2018, donc bien avant cette crise sanitaire. Qu'est-ce qui vous inspire cette vidéo? Elle m'inspire que c'est le sens de l'histoire, et l'histoire est en train de se répéter. On vit une des pires crises de notre histoire moderne, en tout cas de nos jeunes vies, Alexandria Ocasio-Cortez et moi, et on est à un tournant. Soit nos États choisissent une pente autoritaire, comme certains le choisissent, et de reproduire notre modèle économique qui nous a amené droit dans le mur, c'est-à-dire un modèle productiviste,
un modèle du libre-échange, de la croissance à tout prix et finalement du chacun pour soi, qui est la concurrence libre et non faussée. Soit on se dit, attendez, là, on allait droit dans le mur, il n'est jamais trop tard pour changer d'avis. Moi, je ne désespère pas qu'on peut convaincre un maximum de personnes. Et là, on opère un changement radical de société, mais ça veut dire sur tous les pans de la société. Ça veut dire d'un point de vue économique, d'abord, qu'il faut s'en donner les moyens. Et d'ailleurs, aujourd'hui même, on signe une tribune avec Alexandria Ocasio-Cortez, d'ailleurs, avec Bernie Sanders, avec Jean-Luc Mélenchon notamment, mais on est plein d'activistes, je dirais, parce que je ne me considère pas vraiment comme des politiques, mais des activistes au niveau international, à demander une annulation des dettes, notamment pour pouvoir financer la relance, cette relance qui doit être écologique. Et la pire erreur serait de croire que on peut recommencer, on a fait un reboot, quoi, et on recommence notre modèle comme avant, y compris avec les mêmes erreurs, et finalement, on a une opportunité assez incroyable de changer notre modèle de société, mais pour ça, ça entraîne, et ça doit entraîner des ruptures assez claires, et malheureusement, les signes donnés par les différents pouvoirs en place, et je pense notamment du point de vue européen, sont pas forcément encourageants, mais je crois que c'est pas trop tard. Et ça va au-delà du modèle économique, ça va aussi avec cette société du soin, de l'attention dont je vous parlais tout à l'heure, de se battre aussi pour des choses qui sont pas forcément, qui n'ont pas forcément un produit physique, c'est aussi une démarche philosophique quelque part, d'investir du temps et de l'argent, y compris du débat politique, pour quelque chose qui ne rapportera rien d'autre que de la dignité, de la cohésion. Et ça va aussi pour le respect de l'environnement. Je ne sais pas si je suis très claire dans ce que je dis, mais c'est un rapport en fait à la vie qui, pour moi, doit être changé avec cette crise. Fabien Escalona. Manon Aubry, vous le disiez, il y a des signaux qui ne sont pas très encourageants du côté européen. Je voudrais qu'on s'arrête une seconde sur la figure de Phil Hogan, parce que là, c'est l'incarnation de la première voie que vous avez décrite, hein, la fuite en avant dans le modèle actuel. C'est le commissaire. Et lui, il était tout fier, là, dans la presse internationale, d'annoncer qu'un nouvel accord de libre-échange avait été conclu entre l'Union européenne et le Mexique. Alors, il faut encore qu'il soit ratifié. Mais ce qui est intéressant, c'est que lui, il défend vraiment l'idée qu'il faut aller encore plus loin, que les gisements de croissance sont en dehors de l'Europe, et donc c'est pour ça qu'il faut s'arrimer à ces nouveaux pôles de croissance. Alors on pourrait s'en amuser en disant tiens, voilà, en voilà qui a le sens du timing ou qui a rien compris, sauf qu'on parle là de l'exécutif européen. Et on sait à quel point la Commission est centrale dans le jeu européen. Est-ce qu'avec cette équipe-là, le fameux deal dont on parlait peut être autre chose qu'une mascarade? Est-ce qu'on est voué à attendre des années pour changer ces têtes-là? J'aimerais vous dire qu'on va aller changer du jour au lendemain, mais c'est clair que moi, je ne crois pas. Ce n'est pas avec eux qu'on pourra opérer ce changement de modèle de société. Et vous le disiez très bien, c'est à quel point ils sont dans un fanatisme aveugle quand c'est tout notre modèle industriel et notre souveraineté industrielle qui est en échec complet. Face à cette crise, on a été incapable, mais toute l'Europe, je veux dire, il n'y en avait pas un pour sauver l'autre, à tel point qu'on s'est même volé entre nous, États européens, des masques et des respirateurs, par exemple. La France a réquisitionné des masques destinés à l'Espagne et l'Italie, parce que les uns autant que les autres, on était incapables de produire sur notre sol européen ce dont on avait besoin. Et quand on défend la souveraineté industrielle, c'est pas par nationalisme, par volonté de fermer les frontières à tout prix, c'est parce que quand on fait faire 3 fois le tour à nos marchandises de la planète avant qu'elles arrivent dans notre supermarché, là où on va faire nos courses, forcément, ça a un impact écologique. Forcément, ça nous fait être dépendants d'acteurs extérieurs. Et on a vu la loi du plus fort sur le tarmac en Chine, quand il fallait se battre pour obtenir des masques, c'est les États-Unis qui gagnaient, parce qu'eux, ils faisaient des commandes plus importantes. Et ces gens-là sont fous, en fait. Sont fous et je ne vois pas comment, au sortir de cette crise, ils peuvent se dire c'est encore plus de libre-échange qu'il faut. Et pourtant, ils ont osé. Ils ont osé. Et c'est pour ça que si on n'opère pas un changement radical politiquement de ces gens-là en leur disant vous nous avez échoué, maintenant c'est dehors, et on reprend en main notre destin au sens noble de souveraineté, parce que parfois ce mot a eu un mauvais sens, mais au sens noble de la souveraineté, alors en fait, on n'arrivera pas. Et à la fin, c'est la planète et c'est les plus vulnérables qui vont en payer le prix, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on n'est pas égaux aussi face au changement climatique.
Ouais, je rebondis sur ce que vous dites, puisqu'on entend parler de souveraineté industrielle. J'imagine que vous évoquez aussi l'idée de souveraineté populaire. Après tout, c'est comme ça aussi qu'on peut changer les responsables qui mettent en œuvre les politiques dont on parle. Il y a un obstacle supplémentaire au niveau européen, vous êtes bien placé pour le constater, c'est ce qu'on appelle les institutions indépendantes, celles qui sont supra-électorales et qui sont supranationales. Et je voulais revenir avec vous sur un épisode dont on a parlé dans cette émission, dont Mediapart continue à parler via Ludovic Lamant, notamment, c'est ce combat qui se joue entre la Cour constitutionnelle allemande et la Banque centrale européenne, les juges allemands considérant que la Banque centrale est sans doute allée trop loin, en tout cas qu'elle n'a pas été assez contrôlée par la Cour de justice européenne, qui est elle-même une institution indépendante que personne ne contrôle. Bon, comment vous, en tant que parlementaire, vous vivez cette bataille-là, qui en fait se joue sur des choses énormes, parce qu'on parle de la capacité des États à s'endetter, on parle de la survie de la zone euro, mais qui se joue sans les citoyens, ça c'est sûr, mais sans même leurs représentants, sans même vous. C'est clair. Et pour moi, là, on touche au cœur du problème, et je pèse mes mots, du futur de l'Union européenne. Et a fortiori du futur de la zone euro, parce que ce qui est en train de se jouer, c'est quel rôle a à apporter et quel rôle doit jouer la politique monétaire européenne. Et le gros du problème, c'est que nous autres citoyens, nous autres politiques, ou eux, parce que moi je ne me sens pas vraiment responsable de ça, parce que j'ai été opposée, on a abandonné notre capacité à influencer la politique monétaire en tant que telle, à des technocrates, en fait. Et dans politique monétaire, il y a le mot politique. Et aujourd'hui, si on ne récupère pas cette capacité à utiliser la monnaie pour être concrète pour les gens, c'est à créer de la monnaie pour effacer les dettes. Aujourd'hui, on commence à faire peur à tout le monde. La France va atteindre 115% de dette par rapport à son PIB. Et on se dit, ah mince, surtout, il va falloir faire des sacrifices. On entend la petite musique de la droite, des syndicats patronaux qui nous disent, surtout, il va falloir rembourser cette dette. Sauf que, en fait, c'est une fausse épée de Damoclès et qu'il faut sortir de ce chantage. Et pour ça, il faut annuler les dettes. Et oui, c'est possible, même y compris dans le cadre très restreint des traités européens, puisque la Banque centrale européenne, par exemple, détient 20% de la dette de la France. Et donc, elle pourrait le transformer en dette perpétuelle, c'est-à-dire qu'au lieu d'être un horizon de 10 ans, c'est un horizon 100 ans, et que dans le 100 ans, on le rembourse par un autre prêt. Donc, concrètement, on ne le rembourse pas. Ça, c'est un premier pas. Mais le deuxième pas, et pour finir de répondre à votre question, ce que dit cette décision de la Cour constitutionnelle allemande, c'est que maintenant, il faut arrêter de se faire marcher sur les pieds par les banques centrales et qu'on assume, nous, politiques, de remettre la politique monétaire au service du plus grand nombre, au service des citoyens, y compris de faire de la création monétaire pour répondre à la crise à l'heure actuelle, mais pour demain reconstruire une société plus résiliente et notamment faire face aux défis écologiques dont on parlait avant. Ça devrait être un élément majeur du Green Deal ou du Green New Deal. Malheureusement, c'est quelque chose qui est presque tabou en fait au niveau européen et dont on ne débat même pas ici au Parlement européen, alors qu'à mon sens, c'est une des questions majeures à trancher dans les prochaines années. Ouais, et vraiment pas facile à faire au niveau européen. Une dernière petite question sur l'Europe avant qu'on parle un peu quand même politique française. Mais ça me semble important parce que dans cette émission, on a parlé de ces grandes questions autour de l'euro, des banques centrales, de comment on politise la politique monétaire. Mais on a aussi reçu des économistes qui nous parlaient de fiscalité, de nouvelles fiscalités progressives à mettre en œuvre pour mettre à contribution les entreprises et les citoyens les plus riches. Vous me disiez quand on préparait cette émission, moi j'essaye de réunir un peu ces deux clans-là, entre guillemets, c'est-à-dire ceux qui se préoccupent surtout des grandes masses monétaires et puis ceux qui se préoccupent surtout de l'impôt en disant la BCE, on n'y peut pas grand-chose et puis c'est un peu dangereux de confier notre destin juste à la Banque centrale européenne. Alors vous essayez de faire le pont entre ces deux types de propositions qu'on voit se dessiner? Oui, j'essaie de faire une synthèse tant bien que mal parce que après c'est normal, dans une crise, on a souvent tendance à ressortir ces solutions et à dire regardez, la crise nous donne raison. Et les économistes qui défendent une redistribution des richesses via l'impôt et les économistes qui défendent la création monétaire,
En vrai, je pense qu'ils ont tous les deux raison. Et je pense que pour avoir une réponse à la hauteur de la crise, il faut marcher sur nos deux jambes. D'un côté, il faut annuler la dette, notamment ce qu'on appellerait la dette Covid, qui correspond aux dépenses exceptionnelles faites pendant cette crise et qui est de la mauvaise dette, entre guillemets. Ce n'est pas de la dette qui produit des investissements futurs sur lesquels va y avoir des rentrées d'argent, c'est vraiment pour sauver l'économie. Et ça, il faut l'annuler. Mais derrière, ça doit s'accompagner d'une politique fiscale de redistribution des richesses, de taxation des hauts patrimoines, de taxation aussi des profiteurs de la crise, entre guillemets. Là, il y a eu les premiers chiffres, le secteur des supermarchés, c'est plus de 35% de bénéfices pendant la crise. Alors, à côté de toutes les petites PME, dont beaucoup, malheureusement, vont être en faillite, etc., il y a des grandes entreprises qui se sont enrichies. Et comme on a taxé les profiteurs de guerre pendant la Première Guerre mondiale, c'était le cas de Citroën, là, on devrait faire la même chose, surtout si le gouvernement considère qu'on est en guerre. Et au lieu de prendre une politique pour annuler l'autre, c'est d'ailleurs Gabriel Zucman qui disait ça, l'économiste qui est aux États-Unis. Exactement. Il disait il faut une politique fiscale ambitieuse qui va au-delà d'ailleurs de l'ISF. Donc, il propose un barème qui est très intéressant d'ailleurs d'un point de vue de la taxation des hauts patrimoines. Et il dit pour rembourser la dette. Moi, j'irais plus loin que sa proposition en disant en fait, l'un n'est pas incompatible avec l'autre. Il faut annuler la dette et remettre en place une société qui permet la redistribution des richesses et le financement de nos services publics à travers une politique fiscale plus juste et qui va même au-delà. Vous savez, parfois à gauche, par facilité, on dit rétablir l'ISF, rétablir l'ISF. Évidemment qu'il faut rétablir l'ISF, mais je pense qu'il faut un système fiscal beaucoup plus juste sur lequel on est aussi en train de réfléchir, en remettant sur le devant de la scène, par exemple, la taxation de l'héritage, qui est aussi une question d'ailleurs femmes-hommes, parce que les femmes méritent beaucoup moins que les hommes pour rétablir l'égalité des chances, et repenser notre système fiscal dans son intégralité en lien avec la politique monétaire. Et donc, j'essaie de discuter avec beaucoup d'économistes ces dernières semaines pour essayer de les faire dialoguer entre eux et de porter une proposition conjointe qui allie à la fois la politique monétaire et la politique fiscale au niveau français et européen. D'accord. Alors, parlons un peu des gauches françaises, je le disais, d'autant plus qu'on a passé un article hier soir sur Mediapart qui était consacré à Mélenchon qui s'y exprime dedans avec cette citation que j'ai relevée. Jean-Luc Mélenchon dit « Ce qui se joue aujourd'hui et qui trouvera son écho dans la campagne présidentielle à venir, c'est l'hégémonie culturelle qui existera dans la saison du vote, le rapport de force sociale et l'épreuve des caractères face donc aux épreuves. » Alors pour faire ce rapport de force dont il parle, beaucoup parlent aujourd'hui des convergences qui sont en train de se nouer à gauche. Vous, comment vous voyez les choses? Est-ce que vos collaborations au Parlement européen vous rendent un peu optimiste sur ces convergences possibles et surtout, quels obstacles concrets vous voyez encore à ces fameuses convergences qui iraient des insoumis aux écolos en passant par diverses formes de gauche? Je pense qu'on ne peut pas parler du futur sans parler de ce qui s'est passé ces 3 dernières années. Parce que je crois qu'on abordera 2022 de manière différente de 2017. Et qu'il y a 3 mouvements qui ont structuré, je pense, notre société ces dernières années, que sont les Gilets jaunes, en mettant sur le devant de la scène la redistribution des richesses et la question démocratique, mais aussi une forme de défiance vis-à-vis du monde politique, il faut le dire. Ensuite, il y a le mouvement climatique porté par les jeunes qui se politisent à travers la question climatique, une forme de radicalité aussi en la matière. Et il y a aussi tout le mouvement MeToo qui a apporté et qui va, à mon sens, au-delà des questions de violence faites aux femmes, qui revient à tout ce qu'on disait aussi tout à l'heure sur la valorisation des métiers féminins, etc. Et si vous rajoutez à tout ça la mobilisation des soignants qu'il y a eu, les mobilisations sur les retraites qui ont aussi fédéré bien au-delà des organisations syndicales avec un large soutien populaire, c'est ça, à mon sens, qui a façonné la période et sur lequel on doit construire dans la perspective de 2022 et qui fait aussi que je pense qu'on ne peut plus avoir une séquence où on a un homme seul qui va sauver le monde et qu'il faut assumer une espèce de dimension collective de l'exercice du pouvoir, y compris en lien avec ce qu'on propose d'ailleurs sur la 6e République. C'est une forme de mise en pratique de ce qu'on peut raconter. Et
et qui va nous permettre aussi d'être plus crédibles, à mon sens, dans l'offre qu'on pourra avoir pour 2022. Après, de manière concrète, oui, ici, on dialogue avec nos homologues et nos collègues des autres groupes. Vous aviez cité et mis Aurore Laluc qui participait au meeting au début. Je travaille beaucoup avec Aurore Laluc sur les questions économiques. Je travaille beaucoup aussi avec Raphaël Glucksmann sur les questions de souveraineté. On voit qu'il a évolué aussi dans son discours sur les questions de souveraineté, y compris industrielle. Les écolos, on travaille énormément avec eux, David Cormand, Marie Toussaint, je travaille aussi beaucoup avec eux au quotidien. Et je pense qu'on peut créer une forme de compréhension collective qui ne doit pas mettre de côté les divergences qu'on a, mais au contraire qui nous permettent de les traverser une à une. Parce qu'on peut avoir des déclarations de bonnes intentions, et il y en a plein en ce moment qui sont publiées, mais si on ne parle pas des choses sur lesquelles on n'est potentiellement pas d'accord, alors on n'avance pas, si vous voulez. Et ça, c'est d'un point de vue politique, mais d'un point de vue social, il continue à se passer des choses. Il y a les 18 organisations qui sont réunies dans Plus Jamais Ça, avec des combats communs aussi parmi les intellectuels, avec beaucoup d'une manière ou d'une autre. J'en ai cité quelques-uns parmi les économistes, Gabriel Zucman, Thomas Piketty, Isabelle Coupé-Soubéran, tous les copains d'Attaque, Aurélie Prouvé, etc. Et donc, il y a plusieurs sphères qui gravitent. Et je pense qu'il faut d'abord faire dialoguer ces sphères entre elles en termes de contenu politique. Et juste une petite question, et ce sera la dernière. Jean-Luc Mélenchon est-il pour vous le candidat naturel de cette hégémonie culturelle nécessaire et urgente, comme vous le dites, vu la période en 2022? Je dis ça parce que dans l'article, y compris des proches de Jean-Luc Mélenchon disent qu'il se prépare pour 2022 comme si nous étions dans un cycle politique habituel, d'une certaine façon, un peu en différence par rapport à ce que vous dites. Je vous l'ai dit, je pense que 2022 sera différent de 2017, quoi qu'il arrive. Ceci dit, Jean-Luc Mélenchon reste pour moi, à ce stade, le meilleur candidat si il peut être capable de rassembler, de construire un centre de gravité, une dynamique capable de fédérer, coaguler, rassembler, je ne sais pas, vous utilisez les mots que vous voulez, mais justement avec ces dynamiques dont je parlais tout à l'heure, y compris en renouvelant son cadre de pensée sur la base des 3 mouvements que j'ai décrits tout à l'heure, pour finalement proposer une offre qui soit adaptée à notre temps pour 2022. Et bon, j'essaierai d'apporter ma pierre à l'édifice pour avancer dans cette direction. On en verra les résultats dans les prochains mois. Merci beaucoup, Manon Aubry. On a dépassé la demi-heure, donc merci. On va arrêter là. Eurodéputée, la France Insoumise, actuellement en session plénière à Bruxelles. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, à bientôt. Merci Fabien Escalona. Nous écoutons désormais Juliette, la chanteuse du groupe lyonnais NASCAR. Leur nouveau EP Away est sorti en novembre 2019 et Juliette, elle nous a envoyé une chanson folk, toute simple, enregistrée dans un jardin pendant ce confinement. Ça s'appelle Running. On regarde. Be anybody else, but you slay away. I've been running, but nowhere to go. I've been pressing my injured ego, but don't be wasting time. Wholly gratified, wholly magnified, deity in yourself. You can embody completeness, but you slay away.
don't understand. No, you don't understand. You won't figure it out without showing the pace. 'Cause you don't understand. Right time, right place. Merci de nous avoir suivis une fois de plus dans À l'air libre. Mathieu, à demain. À demain, Valentine. Et tu seras avec Fabien Escalona. Je vous rappelle notre adresse, n'hésitez pas à nous écrire, alairlibre@mediapart.fr. Partagez l'émission sur vos réseaux, elle est en accès libre. Bonne soirée à toutes et à tous.